À l'été 2018, le monde entier avait les yeux rivés sur un seul pays, la Russie. Une terre imprégnée d'histoire, qui a accueilli le monde entier et que nouvelles histoires à raconter. Les villes se sont parées de leurs plus beaux atours. Les stades étaient pleins à crater et les cœurs battaient la chamade entre tension et excitation. Des millions de personnes étaient assises devant leurs écrans, le souffle couplé et les yeux embués de larmes, de joie ou de douleur. Sur la terre des ours, des histoires se sont écrites. Des pronostics ont été déjoués et des moments inoubliables sont nés. Car ce n'était pas qu'un simple tournoi. C'était un spectacle mondial sur une scène russe où chacun jouait le rôle du héros. Dans cette vidéo, on va revenir à cette période où l'on dormait plus tellement on était excité, vers une terre où se sont gravés à jamais des moments inoubliables, et un tournoi qui a déjoué tous les pronostics et bouleversé les cœurs. Bienvenue à la Coupe du Monde 2018, l'expérience russe. Après que l'Afrique du Sud et le Brésil aient organisé les deux dernières Coupes du Monde, la Coupe du Monde revient une nouvelle fois sur le continent européen et c'était la plus longue période sans organisation sur le vieux continent. Les pays qui ont présenté un dossier de candidature étaient la Russie et l'Angleterre, ainsi que deux candidatures conjointes, l'une entre l'Espagne et le Portugal et l'autre entre la Belgique et les Pays-Bas. Et le 12 septembre 2010, après le vote des membres du comité exécutif de la FIFA, Joseph Blatter, le président de la FIFA, annonce que la Russie a remporté le droit d'organiser la Coupe du Monde 2018 avec une avance de 6 voix sur la candidature conjointe de l'Espagne et du Portugal, pour que ce soit la première fois dans l'histoire que la Coupe du Monde se joue en Europe de l'Est, après 10 éditions qui se sont jouées à l'ouest du continent. Et les qualifications pour le mondial ont été vraiment dramatiques. Et on y a vu beaucoup de surprises. À commencer par l'équipe nationale des Pays-Bas, qui a terminé 3e de son groupe derrière l'équipe de France, qualifiée directement, et l'équipe de Suède qui s'est qualifiée pour les barrages européens pour que le finaliste de la Coupe du Monde 2010 et le médaillé de bronze de 2014 soient absents du mondial en Russie. La plus grande surprise est venue lors des barrages européens et du match entre l'équipe nationale italienne et l'équipe nationale suédoise, car après que la Suède ait gagné 1-0 en Suède, ils ont réussi à conserver ce score à San Siro pour que la squadra Azzurra, 4 copes championne du monde, soit absente du plus grand événement mondial pour la première fois depuis 1958. Un tournoi où deux grandes puissances du football sont absentes, et la raison de leur absence à toutes les deux, c'est l'équipe suédoise combative, pour qu'elle soit l'une des 12 équipes à participer au tournoi, après avoir manqué au moins la dernière édition. Et les 11 autres équipes étaient les suivantes. Le Panama, qui participe pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde, et l'Islande aussi participe pour la première fois à la Coupe du Monde, et bat le record de Trinité et Tobago en devenant le plus petit pays en termes de population à participer au plus grand événement mondial. L'équipe du Pérou fait son retour après une absence de 36 ans, précisément depuis la Coupe du Monde en Espagne en 1982, et l'équipe d'Égypte fait son retour après le penalty de Magdi Abdelghani en 1990. Et l'équipe marocaine revient aussi après la Coupe du Monde en France en 1998. Et le Sénégal participe pour la deuxième fois de son histoire, après sa participation historique en Corée et au Japon et son arrivée en quart de finale. L'Arabie Saoudite, la Tunisie et la Pologne, après les générations remarquables de 2006, reviennent une nouvelle fois dans l'espoir de faire mieux que lors de leur dernière participation. Et les deux dernières équipes sont l'équipe danoise et l'équipe serbe, qui ont participé à la Coupe du Monde en Afrique du Sud et qui ont manqué la dernière Coupe du Monde au Brésil. Et en regardant les 32 équipes participantes, on constate que c'est la première fois dans l'histoire que 4 pays arabes se qualifient pour la même Coupe du Monde, et cela a renforcé l'enthousiasme et la passion des Arabes pour suivre la compétition dans ses moindres détails. Et après avoir découvert les équipes participantes au tournoi, on passe maintenant à la phase de groupe et au début de ce passionnant mondial russe. Le tirage au sort de la phase de groupe a lieu le 1er décembre 2017 et l'équipe russe est à la tête du groupe A, accompagnée de deux équipes arabes, l'équipe saoudienne et l'équipe égyptienne, ainsi que le double champion du monde, l'équipe d'Uruguay. Ce qui fait qu'une équipe arabe, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, participe au match d'ouverture du mondial, qui affrontera la Russie lors du tout premier match du tournoi. Et arrive le 14 juin, date du match d'ouverture. Et il n'y a rien de plus difficile que de jouer contre le pays hôte dans un événement d'une telle ampleur, et sur un stade aussi mythique que le Loujnik, et avec plus de 78 000 spectateurs, dont la majorité est contre toi. L'équipe saoudienne devait rester solide et essayer d'entrer dans le match dès le début. L'arbitre argentin Nestor Pitana siffle et annonce le coup d'envoi du 21e mondial,
Et il n'aura fallu que 12 minutes à l'équipe russe pour marquer le premier but du mondial. Grâce au joueur Yuri Gazinski, au milieu d'une grande joie du public russe qui occupait plus de 90% des tribunes, et à la 24e minute, Alon Zagoev se blesse et il est remplacé par Denis Cherichev, âgé de 27 ans, une blessure qui va servir l'équipe russe d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée, car ce joueur va devenir l'une des stars du tournoi. Juste avant la fin de la première mi-temps, Cherichev marque le deuxième but d'une manière remarquable et offre un avantage confortable à son équipe nationale, avec lequel il termine la première mi-temps. Et en seconde période, on s'attendait à ce que l'équipe saoudienne soit plus audacieuse devant le but russe. Mais on est surpris de voir la Russie jouer une deuxième mi-temps encore plus forte que la première et marque le troisième but grâce à Dzyuba, moins d'une minute après son entrée en jeu comme remplaçant, et l'arbitre accorde 3 minutes de temps additionnel et les joueurs de l'équipe saoudienne semblaient avoir accepté le résultat. Une résignation dont profite Cherichev, qui marque un but magnifique du bout extérieur du pied et creuse encore plus l'écart. Et juste avant le coup de sifflet final, Golovin marque le 5e but sur coup franc et confirme que l'équipe russe n'est pas là seulement pour organiser, mais qu'elle vise à aller le plus loin possible. Ensuite, un autre match avec une équipe arabe a lieu. C'est l'équipe égyptienne qui affrontera le favori pour la première place du groupe, l'équipe uruguayenne. L'équipe d'Égypte, dirigée par l'entraîneur Hector Cúper, savait que la tâche serait difficile et il aurait été insensé d'attaquer et d'ouvrir le jeu face à une équipe qui attaque avec Cavani et Suarez. D'autant plus que ta star numéro 1, Mohamed Salah, était encore blessé depuis la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, le fameux incident avec Ramos. L'équipe égyptienne entre dans le match avec beaucoup d'équilibre et sécurise bien sa défense. Et elle a vraiment réussi à limiter le danger de l'Uruguay, ce qui a permis à la première mi-temps de se terminer sur un score nul et vierge entre les deux équipes. Mais en seconde période, tout change. Pression écrasante de la part de l'Uruguay qui voulait absolument gagner le match. Et en face, une défense acharnée menée par le gardien Mohamed El Shenaoui qui sauve un but tout fait de Suarez dès la première minute de la seconde mi-temps. Jusqu'à ce qu'on arrive à la 83e minute et El Shenaoui réalise l'un des plus beaux arrêts du tournoi en repoussant un tir d'Edinson Cavani qui n'en revenait pas que le gardien ait pu l'arrêter. 5 minutes plus tard, Cavani tire un coup franc et El Shenaoui y met la main, le ballon heurte le poteau. Et à 1 minute de la fin du temps réglementaire, sur un coup franc, le défenseur Jiménez marque le but fatal pour l'équipe uruguayenne, ce qui empêche l'Égypte de décrocher un point très important qui leur aurait donné un gros coup de boost pour les prochains matchs. Et pour la première fois depuis 1970, l'Uruguay remporte son premier match de phase de groupe en Coupe du Monde. L'Égypte a disputé son deuxième match contre la Russie et les médecins donnent le feu vert à Salah pour participer à la rencontre. Et la tactique de jeu de l'Égypte est restée la même, mais la différence c'est qu'avec Salah, ils auraient une arme redoutable en contre-attaque. L'Égypte a réussi à contenir l'enthousiasme de l'équipe russe en première mi-temps et a terminé sur un score nul et vierge. Mais en seconde période, à peine 2 minutes après la reprise, Ahmed Fatih, d'une manière étrange, marque un but contre son camp. Ce but démoralise les joueurs égyptiens, qui se retrouvent à devoir chercher l'égalisation alors qu'ils tentaient de marquer le but de l'avantage. Un découragement dont l'équipe égyptienne ne se remettra pas, et Cherichev inscrit le deuxième but, son troisième dans la compétition, à la 59e minute. Puis 3 minutes plus tard, Dzyuba marque le troisième but, scellant définitivement tout espoir de retour pour l'équipe égyptienne. Et à la 73e minute, un pénalty est accordé à l'Égypte, transformé avec succès par Salah, marquant ainsi le premier but égyptien en Coupe du Monde depuis 28 ans. L'arbitre Cáceres siffle alors la fin du match. Et l'équipe d'Égypte est éliminée du mondial, sauf en cas de victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Uruguay dans le match qui se jouera dans moins de 20 heures. Le moment du match arrive, et quelle différence entre l'équipe saoudienne qu'on a vue contre la Russie et celle qu'on a vue contre l'Uruguay. L'Arabie Saoudite voulait vraiment prouver que ce qui s'est passé lors du match d'ouverture n'était qu'un faux pas et ne reflétait pas leur vrai niveau. Et en effet, ils jouent un excellent match contre l'Uruguay. On a vu beaucoup d'audace et une possession du ballon pendant la majeure partie du match. Mais l'expérience des joueurs de la Céleste et une erreur d'Aloès, le gardien de but, coûtent à l'équipe saoudienne un but à la 23e minute, inscrit par Luis Suarez, un but qu'ils ont réussi à conserver jusqu'à la fin du match. L'arbitre siffle et annonce l'élimination de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite dès le premier tour, et la qualification de la Russie et de l'Uruguay après seulement 2 journées.
L'équipe uruguayenne a réussi à terminer avec le score parfait et inflige une défaite 3-0 à la Russie dans un match qui voit le seul carton rouge du groupe reçu par Smolnikov, le latéral russe. Et même si le match Égypte-Arabie Saoudite n'avait plus d'enjeu, il s'agissait tout de même d'un derby arabe dans la plus grande compétition du monde. L'équipe d'Égypte commence avec Essam El Hadari dans les buts afin qu'à 45 ans et 161 jours, il devienne le joueur le plus âgé de l'histoire à participer à une Coupe du Monde, dépassant le gardien colombien Farid Mondragon qui avait joué à 43 ans et 6 jours lors du Mondial au Brésil en 2014. Le match commence et après 22 minutes, Mohamed Salah inscrit son deuxième but en Coupe du Monde et le premier but de la sélection égyptienne. Puis, à la 41e minute, un penalty est accordé à l'équipe saoudienne, tiré par l'attaquant Fad Al-Moualad. Mais le gardien légendaire Essam El Hadari ne se contente pas d'être le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde. Il devient aussi le plus vieux gardien de l'histoire à arrêter un penalty. C'est comme si le football avait décidé de récompenser El Hadari pour toutes ces années passées lors de sa dernière apparition avec le maillot de l'équipe d'Égypte. Mais juste avant la fin de la première mi-temps, un deuxième penalty est sifflé en faveur de l'équipe saoudienne. Et cette fois, Salman Al-Faraj le tire avec succès. Et la première mi-temps se termine sur un score de parité, un but partout. L'équipe saoudienne était plus sérieuse que l'équipe égyptienne. Et elle voulait décrocher une nouvelle victoire à inscrire dans son histoire en Coupe du Monde. Et en effet, à quelques secondes de la fin du match, Salem Al-Dawsari marque le deuxième but et offre une victoire qui était sans aucun doute méritée pour les Verts saoudiens. Quant au groupe B, il comprenait les coéquipiers de la légende vivante Cristiano Ronaldo, l'équipe portugaise, l'équipe espagnole et ce qui restait de la génération dorée du tiki-taka, ainsi que la redoutable équipe iranienne dirigée par l'entraîneur Carlos Queiroz et les Lions de l'Atlas sous la houlette du français Hervé Renard, la sélection marocaine arabe. Le groupe a commencé avec le match Maroc-Iran. C'était une occasion pour le Maroc de bien débuter dans un groupe très compliqué. Le match commence et l'équipe marocaine prend le contrôle du jeu dès la première minute. Mais il n'y a pas de véritable danger sur le but, face à une défense iranienne très solide. Et la plus grosse occasion de la première mi-temps est venue de l'équipe iranienne. Mais le gardien marocain, Munir Mohamedi, réalise un double arrêt qui permet de conserver le score à la mi-temps. Le Maroc a accentué sa pression en seconde période et on avait l'impression que le premier but n'était qu'une question de temps. À la 80e minute, Hakim Ziyech frappe un tir puissant, mais le gardien Ali Reza le repousse, répondant ainsi à la belle performance de Munir Mohamedi. Il était clair que l'équipe d'Iran était très satisfaite du point du match nul, qui aurait un goût de victoire vu les circonstances du match. Mais le football avait préparé un scénario cruel, similaire à celui du match Égypte-Uruguay. L'Iran obtient un coup franc à la 95e minute, et le joueur marocain Aziz Bouadous marque contre son camp un but assassin qui cause la défaite de l'équipe marocaine dans un match qui, sur le papier, était censé être le plus facile du groupe. Et l'équipe iranienne parvient à voler les 3 points entiers. Le même jour se joue le sommet des matchs de la phase de groupe entre le Portugal et l'Espagne. Un sommet qui a tenu toutes ses promesses, et c'était l'un des matchs les plus divertissants du tournoi. Le match commence par un penalty à la 3e minute pour le Portugal, tiré avec succès par le Don qui offre l'avantage au Brésil de l'Europe. Mais Diego Costa, grâce à un effort individuel à la 24e minute, ramène le match à égalité, avant que le missile de Madère ne redonne l'avantage au Portugal d'une frappe que le gardien de et A ne parvient pas à arrêter juste avant la fin de la première mi-temps. Et à la 55e minute, c'est le même joueur, Diego Costa, qui marque à nouveau le but de l'égalisation sur une passe de Sergio Busquets. Et 3 minutes plus tard, Nacho inscrit l'un des plus beaux buts du tournoi. Et l'Espagne prend l'avantage pour la première fois du match, mais avec une équipe qui, contre Ronaldo, était toujours susceptible de revenir à tout moment. Et à la 88e minute, Cristiano et le commentaire iconique du commentateur Hafid Berradji sur coup franc, il inscrit un triplé. Le but qui offre au Portugal un point très précieux en phase de groupe. Le Portugal affrontait ensuite le Maroc et c'était la dernière chance pour les Lions de la classe de maintenir leurs espoirs de qualification. Mais les espoirs s'envolent sur une tête de CR7 à la 4e minute qui met la sélection marocaine dans l'embarras dès le début du match. Mais l'équipe marocaine refuse d'abandonner et joue avec une grande intensité et beaucoup de sérieux. Elle allait obtenir un peu nasty, mais l'arbitre Mark William a estimé qu'il n'y avait rien sur l'action
Et il ne fait même pas appel à la VAR, qui est pourtant utilisée pour la première fois en Coupe du Monde. 15 tirs de la sélection marocaine, mais il se heurte à une performance exceptionnelle du gardien portugais Rui Patricio. Et juste avant la fin du match, une main de Pepe, le défenseur portugais, aussi évidente que le soleil. Mais l'arbitre ne siffle rien et le match se termine ainsi. Et le Maroc quitte la Coupe du Monde. Mais la tête haute, hein, avec une génération de vrais hommes qui marquera l'histoire à l'avenir. Et après que l'Espagne ait battu l'Iran 1-0 grâce à un but de Diego Costa, l'Iran est entré dans le match contre le Portugal sans autre choix que de gagner pour se qualifier. Mais le Portugal marque le premier but à la 45e minute grâce à une frappe signature de Quaresma. Et Ronaldo a l'occasion de marquer son 5e but dans ce mondial. Mais le gardien Ali Reza arrête le penalty. Ensuite, l'équipe d'Iran a essayé de revenir au score et a effectivement réussi à obtenir un penalty qu'elle transforme à la 93e minute. Ce match nul confirme la qualification du Portugal et l'élimination de l'équipe iranienne de la phase de groupe, aux côtés de l'équipe marocaine. Et le dernier match de l'équipe marocaine était contre la Roja, où ils ont livré une très belle prestation et ont réussi à mener au score 2-1 jusqu'à la 90e minute. Mais malheureusement, dans les toutes dernières secondes du match, Iago Aspas marque l'égalisation pour l'équipe espagnole et arrache un point à la gueule du lion, ce qui permet à l'Espagne de terminer la phase de groupe en tête. Et l'équipe marocaine méritait bien plus que le seul point qu'elle a obtenu lors des 3 matchs. Mais ils ne savaient pas que le destin leur réservait quelque chose de bien plus grand lors du mondial au Qatar, face aux mêmes 2 équipes européennes qu'ils avaient affrontées en Russie. Et le groupe C comprenait les équipes de France, d'Australie, du Pérou et du Danemark. Un groupe pas vraiment difficile pour l'équipe de France, et sa première place était attendue vu la grande différence de niveau entre le vice-champion d'Europe 2016 et les autres équipes de son groupe. L'équipe de France, dont la valeur marchande dépassait 1,4 milliard d'euros, soit la plus haute valeur de toutes les équipes du tournoi, arrivait avec une génération dorée et des stars à tous les postes. Et cette Coupe du Monde nous a révélé le jeune de 19 ans, prêté par Monaco au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, sur qui reposaient de très grands espoirs pour qu'il devienne le nouveau Thierry Henry et compense l'absence de Karim Benzema, écarté par l'entraîneur Deschamps avant le mondial. Et même si la France n'a pas vraiment brillé lors des 3 matchs de poule, elle a quand même réussi à battre l'Australie et le Pérou et à faire match nul avec le Danemark, qui se qualifie avec l'équipe de France en tant que deuxième du groupe. Les Bleus, avec 7 points, terminent donc en tête du groupe C. Et pour le groupe D, tout le monde pensait qu'il serait similaire au groupe C, que l'Argentine finirait première et que la lutte pour la 2e place se jouerait entre le Nigeria, la Croatie et l'Islande. Mais personne n'avait vraiment remarqué que cette génération argentine est la pire que le pays ait connue à l'ère moderne. Une génération mauvaise dans tous les sens du terme. Et il suffit de te dire que l'Argentine s'est qualifiée pour la Coupe du Monde lors de la dernière journée des éliminatoires contre l'Équateur, et si elle n'avait pas gagné ce match, elle n'aurait même pas atteint les barrages. Caballero, Mercado, Eduardo Salvio, la version médiocre de Tagliafico et Rojo, devant eux Enzo Pérez, Lucas Biglia et Mascherano qui étaient en fin de carrière. Et au-dessus de tout ça, la légende Maximiliano Menza, dont personne ne sait encore aujourd'hui comment il a pu être sélectionné en équipe nationale première. Cette composition ne laisse absolument pas penser que cette équipe était finaliste de la dernière Coupe du Monde. Et effectivement, l'Argentine fait match nul lors de son premier match contre l'Islande. Au match suivant, la défense et Caballero donc à affronter le Nigeria pour la 3e Coupe du Monde consécutive dans le même groupe. Ils doivent absolument gagner et dans le même temps, la Croatie doit battre l'Islande pour qu'ils puissent se qualifier. Au Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, le match décisif commence. Et à la 14e minute, Messi inscrit l'un des plus beaux buts. Un but d'anthologie avec un premier contrôle parfait et une frappe du pied droit, le moins fort de Léo, ce qui vaudra à ce but d'être nommé pour le prix Puskás en fin d'année. Mais le Nigeria parvient à revenir au score en seconde période et égalise grâce à Victor Moses sur pénalty à la 51e minute. Parce que si le score restait comme ça, le Nigeria se qualifierait avec la Croatie pour les 8e de finale. La défense argentine, avec Rojo en tête, était complètement perdue et a offert au Nigeria plus d'une occasion de marquer un 2e but. Mais le Nigeria refuse tous les cadeaux offerts par la défense argentine, ce qui permet à Marcos Rojo de compenser les catastrophes défensives auxquelles il a participé et de marquer le 2e but à la 86e minute. Et les tribunes argentines, qui commençaient à désespérer et à accepter la réalité, explosent de joie, menées par la légende Diego Maradona, qui a célébré à sa manière.
Et après la confirmation de la victoire de la Croatie contre l'Islande 2-1 dans le match qui se joue en même temps, l'équipe argentine, avec 4 points, se qualifie pour les huitièmes de finale, derrière l'équipe croate qui réalise un parcours sans faute. Et de l'Argentine au Brésil, dans le groupe E, qui comprend la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Le Brésil voulait effacer le souvenir du mondial 2014 et de la défaite à Belo Horizonte face à l'équipe allemande, avec une génération de joueurs expérimentés comme Marcelo, Thiago Silva, Willian et Neymar, et des joueurs de très haut niveau qui participent pour la première fois à la Coupe du Monde comme Coutinho, Casemiro et Firmino, hein. Le Brésil était donc sans aucun doute l'un des grands favoris pour remporter le titre, avec une montée en puissance qui a commencé par un match nul un partout contre la Suisse, puis une victoire contre le cheval noir du mondial 2014, le Costa Rica, grâce à 2 buts dans le temps additionnel, un score qu'ils ont répété lors de leur 3e match face à la Serbie. Le Brésil s'est assuré la première place du groupe avec 7 points, tandis que la 2e place a été le théâtre d'une lutte acharnée entre la Suisse et la Serbie. Et ce match n'était pas qu'une simple rencontre de Coupe du Monde, c'était une véritable guerre personnelle entre Shaqiri et Xhaka contre la Serbie. Shaqiri est né dans la région du Kosovo, qui appartenait alors à l'Albanie avant que le Kosovo ne devienne indépendant, et l'endroit où il est né était une zone de conflit entre l'Albanie et la Serbie. Quant à Xhaka, ses 2 parents sont d'origine albanaise, et son père a été emprisonné pendant 3 ans et demi en 1986 pour avoir participé à des manifestations contre le gouvernement serbe. Donc tous les deux ont connu une enfance difficile à cause de la Serbie, qui faisait alors partie de la Yougoslavie. Le match commence et Aleksandra Mitrovic marque le premier but pour la Serbie à la 5e minute. Et l'ironie du sort, c'est qu'à la 52e minute, Xhaka inscrit le but égalisateur et fait le geste de l'aigle albanais avec ses mains, en référence à son pays d'origine. Et juste avant la fin du temps réglementaire, Shaqiri marque le but de la victoire. Et lui aussi célèbre de la même manière pour que le duo albanais mène la Suisse à éliminer la Serbie du mondial et se qualifie avec le Brésil pour le second tour. Et si on devait choisir le groupe le plus passionnant parmi les 8 groupes, sans aucun doute, on choisirait le groupe F. L'équipe d'Allemagne, championne du monde, se retrouve avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. La plupart des titulaires qui ont apporté la gloire à la Mannschaft en 2014 étaient encore là. Et il n'y avait pas de joueurs majeurs absents à part Philipp Lahm, Schweinsteiger et Miroslav Klose. Et ceux qui allaient compenser leur absence étaient Kimmich, Reus et Timo Werner. Donc il n'y avait pas vraiment de grandes inquiétudes pour l'équipe de Joachim Löw. Mais dès les premiers matchs de la phase de groupe, l'équipe allemande se heurte à une sélection mexicaine audacieuse qui n'a pas peur de l'Allemagne. L'entraîneur Juan Carlos Osorio a misé sur les contre-attaques qui ont mis la défense allemande en difficulté à plusieurs reprises, jusqu'à ce que Lozano, à la 35e minute, marque le premier but pour le Mexique, faisant trembler tout le stade. Et cela à cause du nombre impressionnant de supporters mexicains dans les tribunes. Après le but, l'équipe allemande attaque avec une grande férocité. Mais le gardien Ochoa, qui participe à sa 4e Coupe du Monde consécutive, a été la star incontestée du match. Et les 26 tirs, dont 9 cadrés de l'équipe allemande, échouent tous à faire trembler les filets, ce qui donne lieu à la plus grande surprise du tournoi jusqu'à 13 ans. Et l'équipe mexicaine bat le champion du monde. Et dans le même groupe, l'équipe suédoise bat l'équipe coréenne 1-0. Et le Mexique bat aussi la Corée 2-1. Donc le match Allemagne-Suède devient décisif, car en cas de défaite de l'Allemagne, elle sera officiellement éliminée du mondial. Joachim Löw pensait que l'équipe avait très bien joué contre l'équipe mexicaine, mais la réussite n'était pas au rendez-vous pour eux, et il effectue 4 changements dans la composition de départ. Et il aborde le match contre la Suède le 23 juin au stade olympique de Sochi. Et malgré la domination totale de l'équipe allemande sur le jeu, la défense allemande montre des signes de faiblesse à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'équipe suédoise parvienne à exploiter ce flottant et ouvre le score à la 32e minute. Et dès le début de la seconde mi-temps, le sort Draxler et fait entrer Mario Gomez, qui aussitôt offre une passe décisive à Marco Reus pour l'égalisation, seulement 2 minutes après son entrée en jeu. Et alors que l'équipe allemande tentait de marquer le but de la victoire, Boateng reçoit un 2e avertissement et un carton rouge à la 82e minute, ce qui oblige l'Allemagne à finir le reste du match à 10 joueurs. L'arbitre accorde 5 minutes de temps additionnel. Et dans la toute dernière minute du temps additionnel, l'Allemagne obtient un coup franc depuis un angle très difficile, ce qui sera probablement la dernière action du match. Reus fait circuler le ballon vers Kroos qui frappe et la place avec élégance au fond des filets.
C'est le but de la victoire qui sauve l'honneur de la sélection allemande, car une élimination dès les 2 premiers matchs du mondial serait une humiliation totale pour son histoire. Et tout redevient entre leurs mains pour la 3e journée. L'Allemagne devait absolument battre la Corée du Sud, dont les chances de qualification étaient quasiment nulles, et avec un score large pour assurer la différence de but. Mais la précipitation des Allemands à marquer provoque des problèmes à la finition, et ils ratent de nombreuses occasions. Dans l'autre match, la Suède mène avec 3 buts d'avance sur le Mexique. Avec ce résultat, n'importe quelle victoire de l'Allemagne les qualifierait pour les huitièmes de finale à la place du Mexique. Mais le football nous réservait un scénario digne d'un rêve. L'arbitre accorde 6 minutes de temps additionnel et l'équipe coréenne obtient un corner et le tire. Et la Corée du Sud marque le premier but, mais l'arbitre assistant l'annule tout de suite car il y avait un hors-jeu évident. Et après vérification à la VAR, on découvre que le ballon venait de Toni Kroos. Donc le but est valable et l'équipe coréenne marque un but dont le principal bénéficiaire est l'équipe mexicaine. Alors l'Allemagne attaque avec toutes ses lignes, y compris le gardien Manuel Neuer, dans les dernières minutes. Et finalement, c'est lui qui perd le ballon et l'équipe coréenne enfonce le dernier clou dans le cercueil des champions du monde grâce au capitaine Heung-min Son. Ce qui fait que la Corée permet directement à l'équipe mexicaine de se qualifier et emmène les champions du monde avec elle à l'aéroport de Kazan. Et dans le groupe G, on retrouve la 4e et dernière équipe arabe, la sélection tunisienne, et un groupe très difficile qui comprend l'Angleterre, la Belgique et le Panama. La Belgique, avec sa génération dorée, dont la plupart vont jouer leur dernier mondial, et c'est leur dernière chance de décrocher une médaille historique pour leur pays. Et le premier match est contre le Panama. Une équipe qui, clairement, n'était pas encore prête à jouer dans une compétition de cette envergure. Et malgré leur défense acharnée et les occasions incroyables ratées par la Belgique en première mi-temps, en seconde période, Mertens marque une superbe volée qui ouvre le compteur de buts de la Belgique dans ce mondial. Puis Lukaku, parfaitement servi par un Hazard et un De Bruyne au sommet de leur art, inscrit 2 buts et la Belgique décroche ses 3 premiers points dans le groupe. Parce qu'après ce match-là, c'est le match le plus important pour nous qui se joue, Angleterre contre Tunisie. L'Angleterre avec son étrange 3-1-4-2 et qui mise beaucoup sur les coups de pied arrêtés sous la direction de l'entraîneur Gareth Southgate. Entre dans le match face à une équipe tunisienne dont la première arme est le contre, menée par le sélectionneur national Nabil Mahaloul, et à la 11e minute, une tête de Stone s'est arrêtée par le gardien Moez Hassan, mais Harry Kane suit bien et marque le premier but pour les Anglais. Après le but, Moez Hassan se blesse et Farouk Ben Mustafa prend sa place. Le gardien qui s'illustre en arrêtant une frappe surpuissante de Henderson, et à la 33e minute, Kyle Walker commet l'irréparable et frappe l'attaquant Fakhreddine Ben Youssef sans ballon, ce qui pousse l'arbitre colombien Wilmar Roldan à accorder un pénalty aux Aigles de Carthage. Pénalty que Ferjani Sassi transforme avec beaucoup d'assurance et y ramène le match à la case départ. La Tunisie savait à quel point ce point était précieux dans la lutte pour la qualification, et elle refusait catégoriquement de le laisser filer. Mais le scénario égyptien-marocain du premier match se répète pour la 3e fois, et cette fois-ci avec la sélection tunisienne. Et à la 91e minute, à 3 minutes de la fin du match, l'Angleterre, sur un corner une fois de plus, marque le but fatal, grâce au prince Harry Kane, ce qui fait que la sélection tunisienne laisse filer un point qui aurait pu être la porte d'entrée pour les huitièmes de finale. La déception était très visible chez les joueurs tunisiens et elle les a poursuivis jusqu'au match contre la Belgique lors de la 2e journée. Un match où l'on assiste à des catastrophes défensives qui aboutissent à 5 buts pour la Belgique, une attaque qui n'a laissé aucune chance à la défense tunisienne dans un match dont la grande star fut Eden Hazard. Et la sélection tunisienne a inscrit 2 buts grâce à Bron en première mi-temps et Wabi Khazri dans la dernière minute du match. Et après la démonstration de force de l'Angleterre contre le Panama avec un score de 6-0, Harry Kane en inscrit 3 lors d'un match arbitré par l'Égyptien Jehad Grisha. L'équipe tunisienne quitte officiellement la Coupe du Monde en Russie et ainsi toutes les équipes arabes ont échoué à se qualifier pour les huitièmes de finale. Et lors du match décisif pour la première place, la Belgique s'impose grâce à un but d'Adnan Januzaj contre les Tri-Lions et la Tunisie refuse de quitter la Coupe du Monde sans au moins battre le Panama. Et malgré l'ouverture du score du Panama à la 33e minute sur un but contre son camp de Yassine Meria, la Tunisie renverse le score grâce à 2 buts de Fakhreddine Ben Youssef et Wabi Khazri pour décrocher sa 2e victoire en Coupe du Monde de son histoire après celle contre le Mexique 3-1 en 1978. Il nous reste donc plus qu'un seul groupe, le groupe H. Ce groupe, depuis le tirage au sort,
On savait que prédire les qualifiés serait quasiment impossible. Pologne, Sénégal, Colombie et Japon. Le seul groupe où aucune équipe n'a jamais remporté la Coupe du Monde auparavant, hein. Et il était ouvert à toutes les possibilités. Et il suffit de te dire que la Pologne était dans le premier chapeau lors du tirage au sort et la Colombie dans le deuxième chapeau. Et pourtant, les deux perdent leur premier match du mondial. Et avec le même score, 2-1, contre le Sénégal classé 3e et le Japon classé 4e. Et lors de la deuxième journée, on a officiellement dit au revoir au premier du classement qui perd contre la Colombie 3-0. Et le même jour, le Japon et le Sénégal font match nul de partout. Donc le Japon et le Sénégal ont 4 points, derrière eux la Colombie avec 3 et la Pologne sans aucun point. Les coéquipiers de Lewandowski étaient déjà éliminés du mondial. Mais ils ne voulaient pas être la seule équipe du chapeau 1 à finir le tournoi sans aucune victoire. Alors ils battent le Japon 1-0 grâce à un but de Benarek à la 59e minute, et au même moment, la Colombie bat le Sénégal sur le même score grâce à Yerimina à la 74e minute. Et l'équipe colombienne, malgré sa défaite lors du premier match, arrache la première place du groupe. Et on constate que les équipes du Japon et du Sénégal ont toutes les deux 4 points. Et selon les règles de la FIFA, en cas d'égalité de points entre deux équipes, on regarde la différence de buts. Ensuite, le nombre de buts marqués. Et si elles sont encore à égalité sur ces deux critères, on passe aux confrontations directes entre elles. Et comme les deux équipes ont marqué 4 buts et en ont encaissé 4, et que leur confrontation directe s'est terminée sur un score de 2 partout, on a donc recours à la règle du fair play, une règle où le Japon l'emporte avec 4 cartons jaunes contre 6 pour le Sénégal. C'est donc le Japon qui se qualifie pour les huitièmes de finale grâce au fair play. C'est comme si le groupe, tellement il était équilibré, avait refusé de se décider de façon normale. Et avec l'élimination du Sénégal, toutes les équipes africaines quittent la Coupe du Monde dès le premier tour, hein. C'est la première fois que ça arrive depuis 1982. Ainsi se termine la phase de groupe, où l'on a vu le champion du monde sortir pour la 3e Coupe du Monde consécutive, et 47 matchs sur 48 voient des buts marqués. Et le seul match qui se termine sur un score nul et vierge, c'était France-Danemark. Et la page de la phase de groupe se tourne pour laisser place aux huitièmes de finale qui ont offert des matchs que l'histoire n'oubliera jamais. Les huitièmes de finale ont commencé le 30 juin avec le sommet des sommets entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine. Et d'après ce qu'on a vu lors de la phase de bout, les Bleus sont les grands favoris pour l'emporter. Et ce n'est pas à cause de leur performance lors des 3 premiers matchs, mais plutôt à cause de la prestation très faible de l'Argentine et de leur qualification arrachée dans les dernières secondes d'un groupe facile sur le papier. Le plus grand défi pour l'entraîneur argentin Sampaoli était de limiter la dangerosité de l'attaque composée de Griezmann, Giroud et du prodige Kylian Mbappé. Et le match commence, il ne s'est écoulé que 11 minutes. Mbappé fait une percée depuis avant la ligne médiane et personne n'arrive à le rattraper. Alors Rojo n'a pas d'autre choix que de le retenir dans la surface de réparation. Et l'arbitre australien Ali Reza siffle immédiatement un penalty. Et Griezmann, tout en calme, transforme le penalty pour donner l'avantage à la France dans le premier quart d'heure. Après ça, l'Argentine a eu plus de possession et a commencé à entrer dans le rythme du match, jusqu'à ce que Di Maria arrive et marque un superbe but d'une frappe lointaine à la 41e minute. Et l'Argentine revient une nouvelle fois dans la Coupe du Monde. Et 3 minutes après le début de la seconde mi-temps, l'Argentine assomme l'équipe de France avec un deuxième but signé par le défenseur Mercado, qui dévie la frappe de Messi et envoie le ballon au fond des filets. Et l'équipe d'Argentine, malgré ses moyens limités dans cette Coupe du Monde, prend l'avantage sur l'un des favoris pour le titre. Deschamps savait que l'Argentine allait commencer à fermer le jeu et essayer de conserver son avance. Alors il intensifie l'attaque tôt avant que le temps ne lui échappe, et cette pression aboutit à un but exceptionnel de Pavard. Il frappe du pied extérieur, une frappe sur laquelle le gardien Armani ne peut absolument rien faire. Après ce but, les grandes différences entre les deux équipes commencent à se voir. Et 7 minutes plus tard, le jeune prodige redonne l'avantage aux Bleus une nouvelle fois. À la 68e minute, il confirme la qualification de l'équipe de France avec un 4e but, son 2e de la rencontre. Les tentatives désespérées de l'Argentine pour revenir au score échouent toutes. Jusqu'à la 93e minute, Agüero, sur une passe décisive de Léo, inscrit le 3e but qui ne fait qu'atténuer l'ampleur de la défaite, rien de plus. Mettant ainsi fin au parcours des danseurs de tango en huitième de finale, et l'équipe de France devient la première qualifiée pour les quarts de finale. Et ce 30 juin a été un jour triste pour 2 des meilleurs joueurs de l'histoire du football, car après l'élimination de l'Argentine de Messi,
Le Portugal de Ronaldo quitte lui aussi la Coupe du Monde dès les huitièmes de finale. Dans un match où la chance a clairement tourné le dos au Portugal, et Edinson Cavani a volé la vedette en inscrivant les 2 buts de la Céleste, et avec un score de 2-1, la sélection uruguayenne décroche sa place en quart de finale. Et au stade Loujniki, devant 78 000 spectateurs, le match se joue entre le pays organisateur, la Russie, et les champions du monde 2010, l'équipe d'Espagne. La Russie a fait le nécessaire et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Et on n'attendait pas plus d'elle que ça. D'autant plus qu'elle allait affronter l'Espagne, une équipe vraiment très forte. Et dès la première minute, la différence de niveau saute aux yeux, avec une possession de balle qui atteint 74% pour l'équipe espagnole. Et comme la pression engendre des erreurs, à la 11e minute, le défenseur russe Ignashevich détourne un centre dans ses propres filets, ce qui permet à l'équipe espagnole de prendre rapidement l'avantage. Mais le public russe a continué à soutenir ses joueurs et à les encourager pour qu'ils ne décrochent pas mentalement du match. Et Piqué leur donne aussi un coup de main en provoquant un penalty après que le ballon ait touché sa main, ce qui permet à Djouba de marquer le but de l'égalisation juste avant la fin de la première mi-temps, et la situation devient encore plus compliquée pour l'équipe espagnole. La Russie a tout donné en seconde période, et en 45 minutes, ils réalisent 89 passes, et ils interceptent 114 passes de l'équipe espagnole. Et le gardien russe Akinfeev brille de manière impressionnante et empêche l'Espagne de marquer. Une performance qui se poursuit pendant les prolongations, forçant ainsi l'Espagne à jouer les tirs au but devant 78 000 supporters russes. Et il était évident que l'entraîneur Chersouzov avait parfaitement préparé ses joueurs à tirer les pénaltys, car l'équipe russe réussit à marquer ses 4 tirs. Et Akinfeev, l'homme du match, arrête 2 tirs de Koke et Aspas pour que l'équipe russe réalise la plus grande surprise du tournoi et élimine l'équipe espagnole de la Coupe du Monde. Et les 1115 passes et les 79% de possession ne suffisent pas à la Rora pour échapper au piège russe. Le même jour, au stade de Novgorod, devant environ 41 000 spectateurs, se joue le match Croatie-Danemark. L'ambiance était électrique, tout le monde était excité et le match démarre sur les chapeaux de roue dès la première seconde. Et dès la première minute, le Danemark marque un but un peu bizarre. Un ballon cafouillé dans la surface, plusieurs joueurs essaient de le dégager, mais le défenseur Mathias Jorgensen intervient, frappe, et le ballon passe entre les jambes des défenseurs. Le gardien Subasic ne peut rien faire. Mais la réponse croate ne se fait pas attendre. À la vitesse de l'éclair, 3 minutes plus tard exactement, le ballon arrive à Mandzukic dans la surface de réparation, encore une fois après un cafouillage, mais cette fois-ci de la défense danoise. Il frappe et le ballon finit au fond des filets. On arrive donc à la 4e minute et le score est déjà d'un partout. Ensuite, chaque équipe essaye de marquer le deuxième but. Une occasion d'un côté, une occasion de l'autre, mais aucun autre but n'est marqué, ni en première mi-temps, ni en seconde. Le match va donc en prolongation et à la 116e minute, Luka Modric, la star croate, réalise une passe géniale pour Rebic qui file seul au but face au gardien Kasper Schmeichel et le dribble. Et juste avant qu'il ne mette le ballon au fond des filets, le défenseur danois le tire violemment et le fait tomber dans la surface de réparation, ce qui pousse l'arbitre Nestor Pitana à siffler immédiatement et à accorder un pénalty à la Croatie. Tout le stade retient son souffle, le silence est total. Luka Modric est prêt à tirer et Schmeichel l'attend, tel un lion. Et Luka Modric s'élance pour tirer, mais Kasper Schmeichel arrête le pénalty et le Danemark revient dans le match. La légende de Manchester United et père de Kasper Schmeichel était assis dans les tribunes et la caméra a capté son visage alors qu'il regardait son fils arrêter le pénalty. Et on pouvait lire à la fois la nervosité et la fierté sur son visage. Les larmes aux yeux, il n'arrivait pas à croire que son fils réalisait ce qu'il avait lui-même rêvé de faire des années auparavant, dans une scène paternelle incroyable et pleine d'émotions. 4 minutes plus tard, l'arbitre siffle et le match se dirige vers la séance de tir au but. Une séance dont les véritables stars étaient sans conteste les 2 gardiens de but. Kasper Schmeichel continue sur sa lancée et arrête 2 tirs au but. Mais le gardien Subasic voulait lui aussi prouver qu'il était dans un grand jour, et il arrête 3 pénaltys tirés par Eriksen, Chenet et Jorgensen, permettant ainsi à Ivan Rakitic de s'avancer pour frapper le dernier tir, qu'il transforme avec succès, annonçant ainsi la qualification de la Croatie pour les quarts de finale. Et malgré la performance remarquable de Kasper Schmeichel lors du match, la sélection danoise quitte tout de même la compétition. Quant au Brésil, il ne rencontre pas de grandes difficultés pour éliminer le Mexique en 8e de finale.
La seule difficulté à laquelle ils font face, c'est le gardien Ochoa, qui semblait jouer tout seul contre l'équipe brésilienne. Mais après une première mi-temps sans but, Neymar parvient à ouvrir le score à la 51e minute grâce à une passe décisive de Willian, permettant ainsi à Neymar de revenir sur le devant de la scène. Et à la 88e minute, il offre une passe décisive à Firmino qui inscrit le deuxième but, ce qui pousse l'arbitre italien Gianluca Rocchi à siffler la fin du match et à annoncer la qualification du Brésil pour les quarts de finale, tandis que l'équipe mexicaine, pour la 7e fois consécutive, quitte la Coupe du Monde dès les huitièmes de finale. Et le même jour, au Rostov Arena, se joue l'un des matchs les plus dramatiques du tournoi. Les Diables Rouges, l'équipe nationale belge, affrontent les Samouraïs, l'équipe nationale japonaise. Et avant le match, tout le monde s'attendait à ce que la Belgique passe facilement, car c'est une équipe pleine de stars comme De Bruyne, Lukaku, Hazard et Courtois, face à une équipe japonaise correcte, mais pas à ce niveau-là. La première mi-temps se termine sur un score nul et vierge, et l'ambiance était relativement calme. Mais dès le début de la seconde période, tout change complètement, hein. À la 48e minute, Haraguchi, le joueur japonais, fait une percée rapide, profite d'une erreur du défenseur Vertonghen et marque le premier but pour le Japon. Ce but déstabilise les joueurs de la Belgique, mais ils essayent de se ressaisir avant qu'il soit trop tard. Mais l'équipe japonaise ne leur laisse aucune chance. Et Takashi Inui envoie une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui file dans le petit filet opposé avec une grande maîtrise. Courtois ne peut rien faire d'autre que la regarder rentrer. Et soudain, le Japon mène par 2 buts d'avance. Personne n'en revient et l'équipe belge se retrouve en difficulté, au bord de l'élimination dès les huitièmes de finale. Roberto Martinez, le sélectionneur belge, réagit rapidement en faisant entrer Nasser Chadli et Marouane Fellaini à la place de Carrasco et Mertens pour que, à la 69e minute, la Belgique recommence à mettre la pression. Et Marouane Fellaini a désormais un rôle majeur dans le dernier tiers du terrain. Sur une action, un joueur japonais dégage mal le ballon, Vertonghen frappe alors d'une tête étrange qui passe au-dessus du gardien japonais et finit au fond des filets, réparant ainsi l'erreur qu'il avait commise et qui avait mené au premier but. Et tout comme le Japon n'a eu besoin que de 4 minutes pour marquer 2 buts, l'équipe belge, en 5 minutes, parvient à inscrire le but de l'égalisation grâce au remplaçant en or Marouane Fellaini qui s'envole dans les airs et marque de la tête. Le match revient à égalité et l'ambiance devient électrique. Et juste avant que l'arbitre ne siffle pour annoncer la prolongation, l'équipe japonaise a tenté d'arracher la victoire dans le temps réglementaire, obtenant un corner à la 94e minute. Ils se sont dit « essayons de gagner maintenant », mais le gardien attrape le ballon, ce qui nous prépare à une contre-attaque millimétrée. Courtois joue rapidement le ballon vers De Bruyne, qui part à toute vitesse et le transmet à Meunier. Et Meunier centre à ras-de-terre dans la surface, et Lukaku fait un geste de génie en laissant passer le ballon pour Nasser Chadli, le remplaçant, qui arrive de derrière et envoie le ballon au fond des filets. Et c'est le but de la victoire dans la toute dernière seconde pour l'équipe belge. Les joueurs japonais sont tombés de leur nuage, tandis que les Belges explosent de joie. Et les changements de Roberto Martinez ont eu le dernier mot pour sceller le match, nous offrant ainsi l'une des plus belles remontadas, des remontadas dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et après le match, les supporters japonais soutiennent leurs joueurs et les saluent pour leur performance courageuse. Et ce n'est pas tout. Après le match, ils nettoient le stade et remettent tout en ordre, comme c'était. Une scène qui n'est pas étrangère aux supporters japonais. Et le dernier jour des huitièmes de finale commençait par un match entre l'équipe suédoise et l'équipe suisse. Un match que la Suède parvient à remporter grâce à un seul but inscrit par Emil Forsberg après que le ballon ait été dévié par Akanji, changeant ainsi de direction pour finir au fond des filets. Pour la première fois depuis 1974, la Suède se qualifie donc pour les quarts de finale. Et le dernier match des huitièmes de finale opposait l'équipe d'Angleterre, menée par Harry Kane, à l'équipe de Colombie qui allait entrer dans le match. Et sa star numéro 1, James Rodriguez, est absente du match en raison d'une blessure. Et à la 54e minute, le capitaine obtient un penalty après une intervention de Carlos Sanchez sur lui. Il le transforme avec succès et conforte ainsi sa place de meilleur buteur du mondial avec 6 buts. L'équipe colombienne a tout tenté pour revenir, mais le temps jouait contre elle. Et à la 92e minute, Mathias Uribe était sur le point de marquer un but qui aurait sans aucun doute été le plus beau de la compétition. Mais le gardien Jordan Pickford réalise un super arrêt et détourne le ballon en corner. Ce corner étant la dernière action du match. Et tous les joueurs de l'équipe colombienne, y compris Ospina, se retrouvent dans la surface de réparation anglaise. Le ballon est joué et arrive sur la tête de Yerry Mina qui le met au fond des filets.
forçant ainsi l'équipe anglaise à jouer 30 minutes supplémentaires. Après une première et une seconde mi-temps supplémentaires sans but, l'arbitre américain Mark Geiger siffle et annonce que le match se jouera au tir au but. Après 2 pénaltys réussis de chaque côté, anglais et colombien, Muriel marque le 3e pénalty pour la Colombie. De l'autre côté, Jordan Henderson rate son tir, rapprochant encore plus la qualification de l'équipe colombienne. Mais les joueurs colombiens n'avaient pas l'habitude d'une telle pression. Alors on voit Mathias Uribe frapper sur la barre et Trippier réussir son tir. Ensuite, Carlos Bacca rate lui aussi le 5e tir, ce qui permet à Eric Dyer d'entrer en jeu. Et s'il marque, l'Angleterre se qualifie pour les 8e de finale. Dyer s'avance, tire et marque le 5e penalty, et les 3 Lions sont en quart de finale, ce qui clôte la page des 8e et nous amène enfin au sérieux, le combat des géants en quart de finale. Les quarts de finale commencent le 6 juillet avec le match qui opposait la France à l'Uruguay. L'Uruguay arrivait après une victoire impressionnante contre le Portugal, et la France venait tout juste d'éliminer l'Argentine 4-3. Du coup, tout le monde s'attendait à un match de folie des deux côtés. Mais pour être honnête, le match n'a pas été aussi palpitant qu'on l'espérait. L'Uruguay jouait sans Cavani, qui était blessé et ne pouvait pas participer. Et ça a vraiment fait la différence pour eux, parce que Suarez se battait tout seul devant. La France gardait le ballon et construisait le jeu calmement, tandis que l'Uruguay essayait de profiter des contres, mais sans réel danger jusqu'à la 40e minute, où il y a eu un coup franc pour la France côté gauche que Griezmann a parfaitement tiré. Raphaël Varane s'est envolé et a placé sa tête sur le ballon qui est allé droit au fond des filets. Et c'est le premier but pour l'équipe de France. Et juste avant la fin de la première mi-temps, l'Uruguay obtient un coup franc presque identique à celui qui a permis à la France de marquer. Hugo Lloris était un peu avancé. Torreira centre le ballon, Cáceres s'élève et place une tête puissante, mais Lloris réalise un arrêt exceptionnel avec beaucoup de difficultés. Diego Godin tente de reprendre le ballon, mais il tire au-dessus de la barre. Et si ce ballon était rentré, la seconde mi-temps aurait été complètement folle. Mais en seconde période, précisément à la 61e minute, Griezmann était en dehors de la surface et frappe un ballon pas très puissant. Mais le gardien Muslera n'arrive pas à la capter. Le ballon lui échappe des mains et finit au fond des filets. Erreur catastrophique de Muslera et la France inscrit le 2e but. Et après le 2e but, la défense uruguayenne était complètement abattue mentalement. Ils avaient tous l'impression que leur rêve s'effondrait. La caméra a montré Jiménez, le jeune défenseur, debout dans le mur avant le coup franc, les larmes coulant de ses yeux qu'il essuyait rapidement pour essayer de rester concentré. Mais c'était très clair qu'il était brisé. Et cette scène a brisé le cœur de tous les amoureux du football. Parce que c'est un jeune qui défend son pays avec courage et qui se sent impuissant. Il aurait aimé pouvoir faire quelque chose pour eux. Mais voilà, le temps file et le rêve s'éloigne. La France a joué intelligemment et a réussi à gagner avec 2 buts, tandis que l'Uruguay sort la tête haute. Mais il était évident que l'absence de Cavani a vraiment pesé. Et la France est la première équipe qualifiée pour les demi-finales. Et au Kazan Arena, le match tant attendu se joue entre l'équipe nationale brésilienne et l'équipe nationale belge. L'ambiance était électrique avant même le début du match. Et tout le monde pensait que le Brésil était favori. Mais la Belgique arrivait après une remontada folle contre l'équipe japonaise. Il était donc clair que des surprises étaient à venir, et dès le début du match, la Belgique est entrée sur le terrain organisée, sachant exactement ce qu'elle faisait. Le Brésil essayait d'attaquer sur les côtés, mais n'y arrivait pas. À la 13e minute, un corner pour la Belgique est tiré au premier poteau, Fernandinho essaie de dégager, mais le ballon rebondit sur son épaule et finit dans les filets. Un but contre son camp pour la Belgique. Le Brésil a essayé de réagir rapidement, mais la défense belge était incroyablement bien organisée, surtout grâce au duo Marouane Fellaini et Vincent Kompany. Arrive alors la 31e minute avec une contre-attaque parfaitement orchestrée, comme d'habitude, par la Belgique. Lukaku démarre du milieu de terrain comme un train, il passe plusieurs joueurs avant de transmettre le ballon à De Bruyne. Ce dernier déclenche une frappe surpuissante depuis l'entrée de la surface. Le ballon file dans le coin droit le plus éloigné du gardien Alisson. Le ballon finit au fond des filets. Et c'est le 2e but pour la Belgique. Tout le monde est sous le shot. Le Brésil n'arrive pas à revenir au score. Et la Belgique se rapproche de plus en plus de la qualification. Le Brésil revient de la pause et Tite, l'entraîneur brésilien, fait entrer Firmino et Douglas Costa à la place de Willian et Gabriel Jesus pour que ce duo, avec Neymar et Coutinho, attaque la défense belge pendant le reste du match. Mais malgré toute cette artillerie offensive du Brésil,
C'est pourtant le troisième remplaçant qui marque le but à la 86e minute. Renato Augusto, qui joue dans le championnat chinois, redonne espoir à la sélection brésilienne en entrant entre les défenseurs et en plaçant une tête au fond des filets. Et les 15 dernières minutes étaient enflammées. Le Brésil attaque dangereusement jusqu'à la dernière minute et Neymar envoie une frappe dans la lucarne gauche, mais Courtois réalise un arrêt exceptionnel. Ensuite, l'arbitre serbe Mazic siffle la fin du match et annonce la victoire la plus importante de l'histoire de la Belgique. Cette victoire historique obtenue contre le Brésil pour la première fois en Coupe du Monde. Et pour la première fois, l'équipe belge atteint le dernier carré. Le deuxième jour des quarts de finale a commencé avec le match entre la Suède et l'Angleterre. Ce match, on peut dire qu'il était un peu lourd, le jeu n'était pas aussi rapide ou intense que celui entre la Belgique et le Brésil. Mais il y avait de l'organisation et de la réflexion dès le début du match. L'Angleterre dominait un peu et essayait d'ouvrir des espaces, jusqu'à la 30e minute où l'Angleterre obtient un corner qui a été leur point fort tout au long du tournoi. Ashley Young envoie un ballon parfaitement ajusté pour Harry Maguire, qui s'élève dans les airs et place une tête puissante, marquant ainsi son premier but international avec les Trois Lions. Après ce but, l'équipe suédoise essaye de réagir, mais elle ne se montre pas vraiment dangereuse, et toutes leurs tentatives sont stoppées à l'entrée de la surface. La Suède commence la seconde mi-temps avec l'intention de revenir au score, et la plus grosse occasion arrive à la 47e minute quand Berg place une tête très puissante. Mais Jordan Pickford, le gardien de l'Angleterre, s'envole et réalise un superbe arrêt, et c'était la première d'une série de parades exceptionnelles qu'il allait réaliser dans ce match. Et à la 58e minute, une attaque bien construite de l'Angleterre, Luke Shaw passe à Kane, qui transmet le ballon à Sterling, lequel l'envoie sur l'aile. Un centre est alors adressé dans la surface pour Dele Alli, complètement seul, qui place une tête sans aucune pression et marque. L'équipe anglaise sécurise ainsi le score avec un deuxième but. Et après plusieurs tentatives très dangereuses de la Suède, la plus marquante étant la frappe de Classon arrêtée par Pickford, le score reste inchangé. L'arbitre néerlandais siffle la fin du match et l'équipe anglaise est en demi-finale. Les supporters se sont mis à chanter partout. L'Angleterre atteint la demi-finale pour la première fois depuis 1990. It's coming home. It is coming home. Les derniers quarts de finale opposaient le pays hôte, l'équipe nationale russe et l'équipe nationale croate. Avant le match, les supporters russes étaient incroyablement bruyants et rêvaient d'une qualification historique pour les demi-finales. Pourquoi ne pas remporter une médaille historique pour le pays? Et ces rêves sont nés chez eux après avoir réussi à éliminer l'Espagne en huitième de finale, alors ils espéraient que le rêve continue. Mais l'équipe croate avait aussi une formation de feu, avec des joueurs comme Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic et d'autres encore. Et l'arbitre brésilien Sandro siffle et annonce le début du match. Le match a commencé de façon équilibrée pendant la première demi-heure, mais soudainement, à la 31e minute, Denis Cherichev, qui faisait un tournoi exceptionnel, frappe une balle incroyable du pied gauche depuis l'entrée de la surface et elle va se loger dans la lucarne droite du gardien Subasic, qui n'a rien pu faire d'autre que la regarder entrer. La Russie marque le premier but et le public enflamme le stade. Mais leur joie ne dure que 8 minutes. Car Kramaric, après quelques belles passes de la Croatie, reçoit le ballon dans la surface et le place de la tête au fond des filets, égalisant ainsi et ramenant le match à la case départ. La seconde mi-temps était très équilibrée, chaque équipe craignant l'autre. Mais la Croatie a commencé à prendre davantage le contrôle du ballon et Luka Modric était, comme d'habitude, le maestro. Et à la 60e minute, la Croatie a failli arracher le match avec une action de Perisic, mais le ballon a refusé d'entrer dans les filets, maintenant ainsi le score inchangé. Le match est donc allé en prolongation. Des prolongations qui étaient dramatiques dans tous les sens du terme. À la 100e minute, un corner pour la Croatie est joué et arrive au défenseur Vida qui place le ballon de la tête, il traverse la mêlée et finit au fond des filets. Mais de l'avantage pour la sélection croate, ce qui a abattu le public russe, qui a eu l'impression que le match était terminé. Mais à la 115e minute, la Russie obtient un coup franc et le ballon est envoyé à Mario Fernandes, le défenseur d'origine brésilienne, qui place une tête puissante dans les filets et marque le but de l'égalisation. Un but qui rend fou les supporters et l'entraîneur Chersousov. Et pour la deuxième fois dans ce mondial, les deux équipes vont jouer la séance des tirs au but. C'est l'équipe russe qui commence à tirer et Subasic poursuit sa brillante performance entamée lors du match contre le Danemark en arrêtant le premier tir de Smolov.
Mais la réponse d'Akinfeyev ne se fait pas attendre et il arrête le deuxième tir de Kovacic. Ensuite, Fernandez, le défenseur russe qui avait marqué le but de l'égalisation, tire un pénalty très mal placé, complètement hors du cadre. La Russie doit donc absolument arrêter au moins un des 3 prochains tirs pour que la séance continue. Après que Modric et Vida aient marqué, Ivan Rakitic, le spécialiste des pénaltys décisifs, inscrit le dernier tir au but. Et c'est l'équipe croate qui se qualifie, mettant ainsi fin au parcours du pays hôte, qui a joué une Coupe du Monde historique et offert une performance que personne n'oubliera. Et la Croatie, sous la direction de l'entraîneur Dalic, se qualifie pour sa deuxième demi-finale de son histoire, après la première en 1998. Avec la qualification de la Croatie, le carré d'or est désormais complet, avec 2 matchs au sommet du plaisir où tout peut arriver. Nous sommes arrivés aux demi-finales de la Coupe du Monde, qui avait un goût d'euro, car les 4 équipes restantes venaient toutes d'Europe. C'est la première fois que cela arrive depuis la Coupe du Monde 2006, et le premier match des demi-finales opposait l'équipe de France à l'équipe de Belgique. Et tout le monde attendait ce match. L'équipe de France regorgeait de stars comme Mbappé, Griezmann, Pogba et Kanté, tandis que la Belgique comptait sur De Bruyne, Hazard, Lukaku et Courtois. Et tout le monde était en pleine forme après avoir éliminé le Brésil. Et sur la pelouse du stade Krestovski à Saint-Pétersbourg, devant plus de 64 000 spectateurs. Le match commence et tout le monde est surmotivé des 2 côtés. Chacun a peur de faire une erreur. Mais la Belgique avait un peu plus la main mise sur le jeu et Hazard faisait un véritable show, dribblant les joueurs français comme s'ils n'étaient pas là, tandis que De Bruyne distribuait le jeu à droite et à gauche. De l'autre côté, l'équipe de France jouait en contre-attaque avec beaucoup de vitesse. Mbappé mettait le feu sur le côté droit, mais dans l'ensemble, les occasions vraiment dangereuses étaient rares. Courtois a arrêté une frappe puissante de Pavard et Hugo Lloris a sauvé la France d'un tir très dangereux du défenseur des Spurs, Toby Alderweireld. La première mi-temps se termine sur un score nul et vierge, mais il y avait énormément de tension. Il était très clair que l'équipe qui marquerait la première allait gagner. Et 6 minutes après le début de la seconde mi-temps, la France obtient un corner, Griezmann s'en charge et centre le ballon. Umtiti devance tous les défenseurs et place une tête puissante au fond des filets, ce qui est surprenant car Umtiti est plus petit que tous les défenseurs de l'équipe belge et c'est le plus petit défenseur de l'équipe de France. Et malgré ça, il a réussi à les surpasser. Après le but, la Belgique a essayé de revenir et a mis une grosse pression, mais la défense française était vraiment solide. Kanté et Pogba tenaient le milieu de terrain et Varane ainsi qu'Umtiti ont repoussé tous les ballons aériens. Et Mbappé faisait des sprints de folie et a délivré une passe en talonnade incroyable à Giroud, mais Giroud n'a vraiment pas eu de réussite dans ce match. Et la France, cette équipe très intelligente qui ne cherchait pas à impressionner le public, a gardé le score et se qualifié pour la finale, privant ainsi la génération dorée belge d'atteindre leur toute première finale de Coupe du Monde de leur histoire. Et la France, première équipe à atteindre la finale au Loujniki, avec l'espoir de répéter l'exploit réalisé auparavant par la génération 98. Et la deuxième partie de l'histoire, la demi-finale de la Coupe du Monde opposait la Croatie à l'Angleterre. La Croatie qui, est entrée dans le match après avoir joué des prolongations contre le Danemark, puis contre la Russie, affronter l'équipe d'Angleterre. Qui était à 100% prête physiquement, avec un arbitre turc Çakır au sifflet. Et au stade Loujniki, devant 78 000 spectateurs, le match commence. Et après seulement 5 minutes, l'Angleterre obtient un coup franc à la limite de la surface, Trippier s'en charge, frappe du pied et la balle passe au-dessus du mur. Et finit dans la lucarne gauche du gardien Subasic. Il n'a rien pu faire. Et l'Angleterre prend l'avantage très tôt. Les supporters anglais explosent de joie. Les Anglais avaient l'impression que le match était déjà dans la poche, et ils ont continué à mettre la pression pendant la majeure partie de la première mi-temps. La première, il se crée plusieurs occasions dangereuses, notamment une pour Harry Kane. À l'époint qui a raté une occasion en or à complètement seul devant le but. Il a eu une autre occasion et a tiré sur le poteau. Mais l'équipe croate n'a pas craqué. Au contraire, ils préparaient même leur riposte. Et en seconde période, la Croatie a commencé à se réveiller, surtout Modric. Il a commencé à avoir plus le ballon et Perisic a commencé à menacer depuis l'aile. Ils sont rapprochés du but petit à petit. À la 68e minute, un centre de Salchko arrive dans la surface, Perisic devance Kyle Walker du pied, la touche avant tout le monde et marque le but de l'égalisation pour la Croatie. Ce but croate a vraiment secoué l'Angleterre et on a vu la nervosité sur les joueurs. Et ça a motivé l'équipe croate à devenir plus dangereuse et peu après, Perisic tire sur le poteau, ce qui aurait pu faire 2-1, mais le score ne change pas.
L'arbitre turc siffle et annonce que le match va en prolongation. Tout le monde était épuisé, même si la Croatie, ils avaient joué 2 prolongations lors des 2 matchs précédents, mais ils avaient encore une énergie et une détermination incroyables pour que, à la 109e minute, le ballon est envoyé en hauteur et Perisic remet la balle à Mario Mandzukic, qui profite d'un moment d'inattention de la défense anglaise et frappe directement du pied gauche. Et c'est le but décisif qui donne l'avantage à la Croatie. Un but qui a plongé les Anglais dans la stupeur, incapables d'y croire qu'ils allaient perdre le match, et pour couronner le tout, dans les dernières minutes, le défenseur Trippier se blesse. L'Angleterre, qui n'avait plus de changement possible, a fini le match à 10 joueurs. Après 3 matchs consécutifs avec prolongation et 2 fois, pour la première fois, l'équipe croate atteint la finale de la Coupe du Monde après des séances de tir au but, envoyant un message clair à l'équipe anglaise en lui disant « It's not coming ». Home. Ainsi, on connaît désormais les 2 finalistes. L'Angleterre jouera la petite finale pour la médaille de bronze contre la Belgique, tandis que la Croatie disputera le match le plus important de son histoire face à l'équipe de France. Nous sommes arrivés à la ligne d'arrivée de l'histoire du mondial russe, et les 2 équipes qui restent sont la France, qui espère décrocher sa 2e Coupe du Monde après avoir remporté la première. En 98, contre le cheval noir incontesté. L'équipe croate, qui a défié toutes les difficultés, jouait 45 minutes supplémentaires par rapport à l'équipe de France. Et ils rêvent d'ajouter leur première étoile sur le maillot de leur équipe nationale. Mais avant la finale à Saint-Pétersbourg, il y avait le match pour la 3e place entre la Belgique et l'Angleterre, les 2 équipes qui étaient dans le même groupe, et la Belgique a de nouveau effrayé l'Angleterre après les avoir battus en phase de groupe. Mais cette fois-ci, grâce à 2 buts de Thomas Meunier et Eden Hazard, la Belgique décroche une médaille historique en Coupe du Monde et repart avec le bronze. Et on revient encore une fois au 15 juillet 2018, au stade Loujniki qui était complet à craquer. Et avec un coup de sifflet argentin de l'arbitre Nestor Pitana, le match commence. Le match a démarré avec une énergie incroyable et l'équipe croate n'avait absolument pas peur. Bien au contraire même. Ils étaient même plus dominateurs et offensifs, mais à la 18e minute, l'équipe de France obtient un coup franc et Griezmann le tire dans la surface. Mandzukic, contre son camp, marque le premier but pour l'équipe de France. La France prend l'avantage 1-0 grâce à un but involontaire, mais la Croatie ne se laisse pas faire et réagit rapidement. Et 10 minutes plus tard, une contre-attaque rapide, le ballon arrive à Perisic qui le contrôle avec habileté et envoie une frappe surpuissante du pied gauche. Il marque le but égalisateur pour la Croatie, et la France comprend alors qu'elle a affaire à une équipe de véritables guerriers. Ils n'allaient pas abandonner facilement, mais ensuite, tout de suite après, la France obtient en corner, le ballon est centré et Perisic, qui venait juste d'égaliser, touche le ballon de la main, ce qui pousse l'arbitre. L'arbitre argentin siffle et accorde un pénalty à la France que Griezmann transforme avec succès. Ainsi, la première mi-temps se termine sur le score de 2-1 pour l'équipe de France. En seconde période, la Croatie a essayé de revenir, mais la fatigue commençait à se faire sentir et la France en a profité. À la 59e minute, sur une contre-attaque rapide, Pogba frappe à 2 reprises. Il marque le 3e but pour l'équipe de France, un but qui rapproche encore plus la France de la victoire en finale. Les joueurs, à ce moment-là, l'équipe croate commençait à s'effondrer physiquement, alors ils ont accentué la pression et Kylian Mbappé, le plus jeune joueur à disputer une finale de Coupe du Monde depuis Pelé, prend le ballon. Il récupère le ballon à l'extérieur de la surface et frappe fort à ras de terre pour inscrire le 4e but. La France met ainsi fin aux espoirs de retour de la Croatie, même 4 minutes plus tard. Et après l'erreur catastrophique de Hugo Lloris, sur laquelle Mandzukic marque le 2e but, les joueurs croates n'avaient plus rien à donner. L'arbitre siffle la fin du match et l'équipe de France est championne du monde. Les célébrations ont commencé partout et cette génération de joueurs français s'est inscrite comme l'une des meilleures de l'histoire des Bleus. Et Didier Deschamps, qui avait soulevé la coupe il y a 20 ans en tant que joueur, la soulève cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Ce qui fait de lui l'un des 3 seuls dans l'histoire à avoir accompli cela, et Kylian Mbappé reçoit le prix du meilleur jeune joueur. Luka Modric, il reçoit le prix du meilleur joueur du tournoi tout entier, car au-delà de sa performance historique, il a été un symbole de combativité tout au long de la compétition et au moment du sacre. La pluie tombait à verse, mais personne ne s'en souciait. La France était submergée de joie, et les joueurs couraient sur le terrain avec la coupe, s'embrassaient et chantaient comme des fous. C'était une scène légendaire qui a clôturé ce tournoi exceptionnel.